Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Je me présente, mon nom est Catherine Gervais, je suis directrice générale de CQI et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Paul McKenzie de l'entreprise Arkel. Paul est quelqu'un qui vit près de ses valeurs, qui voyage beaucoup tout en dirigeant son entreprise. C'est quelqu'un de très inspirant et j'avais envie de vous le présenter. Son entreprise qui fabrique des sacs de vélo exporte notamment aux États-Unis, mais aussi en Australie et en Europe. Donc, nous allons parler des moyens de distribuer son produit, des nouvelles tendances au niveau de la vente sur Internet et aussi d'une péripétie qui lui est arrivée avec les douanes américaines. Je vous souhaite une bonne écoute. Comment ça va, Paul? Ça va très, très bien, malgré la pandémie qui se termine. Toi, Paul, tu as une entreprise qui s'appelle Arkel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise? Ouais. Arkel, on est principalement un fabricant de sacoches de vélo, qui est notre produit principal. Ça fait au-delà de 20 ans maintenant. On est situé à Sherbrooke. Ce sont principalement des sacs fabriqués en tissu, donc on fait de la couture de sacs. Pensez peut-être à un sac à dos, mais un sac à dos qui s'installe sur un vélo. Alors, on a une gamme assez large, peut-être une vingtaine de modèles. Donc, ce sont des sacs avec une espèce de quincaillerie, des plaques de renfort qui nous permettent d'accrocher ce sac-là sur les porte-bagages de vélo. Alors, on a, comme je dis, peut-être une vingtaine de modèles, toutes à des fonctions bien précises. Ça va être pour transporter un ordinateur, ça va être pour faire du cyclotouring, ça va être pour faire de l'expédition d'aventure, ça va être pour un vélo électrique. Alors, on sait vraiment, disons qu'on a une niche dans le marché au niveau des sacoches de vélo. Et puis, c'est une petite entreprise, on est je dirais une vingtaine d'employés. On intègre aussi un petit groupe de personnes handicapées. En fait, c'est des handicapés en difficulté, disons, des déficiences intellectuelles qui sont vraiment intégrés dans notre entreprise et qui font tout ça de petits travaux manuels reliés justement à l'assemblage de nos fameuses sacoches de vélo. Pour avoir déjà visité ton entreprise, on voit aussi les personnes interagir et tout ça. Puis je trouve que ça amène vraiment un côté humain intéressant à l'entreprise. Et puis, ils sont vraiment très intégrés. Je trouve que c'est une belle initiative. Puis, c'est bien d'encourager, dans le fond, ces gens-là à intégrer aussi le marché du travail. Oui, tout à fait. Le but, effectivement, c'est d'essayer de sortir ces gens-là de leur isolement et puis essayer de les réintégrer un peu dans la société dans la mesure où c'est possible. Et puis, effectivement, quand on dit une situation gagnante-gagnante, c'est pas seulement non plus l'aspect humain, mais aussi au niveau des opérations, ils nous donnent vraiment un coup de main à ce niveau-là. On a même des exemples où des gens qui étaient, disons, sur le plateau régulier de ces gens-là qui sont supervisés. Il y en a un qui a finalement, comme on peut dire, gradué, qui est devenu un employé à temps complet, qui fait tout ce que les autres font avec les mêmes horaires, les mêmes choses. Alors, il y a vraiment des belles situations, puis j'encourage tout le monde à regarder cet aspect-là, si c'est possible d'intégrer dans une entreprise. Ça peut être un petit nombre, un plus grand nombre, mais franchement, c'est un aspect, effectivement, aussi qui donne une culture très, très valorisante et humaine à l'entreprise. Je suis bien fier de cette chose-là. C'est la culture dans l'entreprise que ça a généré. Je t'ai toujours senti, là, Paul, comme quelqu'un de très humain. On a tout le temps eu des super de belles conversations ensemble. Tu es quelqu'un qui est très sportif aussi. Mais ça, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi parce que tu as un mode de vie quand même différent des entrepreneurs habituels. Tu es quelqu'un qui voyage beaucoup. Oui, disons que ça a été mon intérêt de toute ma vie, de voyager. Moi, j'ai un cheminement un petit peu, enfin, je ne dirais pas différent des autres, mais je n'étais pas destiné à faire ce que je fais présentement. Moi, je suis ingénieur civil à l'origine de l'Université de Sherbrooke. Et puis, j'ai travaillé en génie civil très peu, une année ou deux à la sortie de l'université. J'ai ensuite fait un MBA en finance à McGill. Je travaillais à Montréal, je faisais mon MBA à temps partiel, j'ai terminé à temps plein.
j'étais destiné pour une espèce de grande carrière de gestionnaire. Et puis, j'ai commencé avec la Banque de Montréal, moi, au sortir de l'Université McGill. Mais moi, je suis un gars originaire de Drummondville, puis je vous dirais que les grandes villes m'ont jamais vraiment plu, là. Mais pourtant, j'ai commencé, le début de ma carrière s'est fait à Montréal, et puis j'ai travaillé 4 ou 5 ans à la Banque de Montréal. J'étais dans un grand bureau à la division des grandes entreprises, et puis le pôle d'attraction était Toronto. Alors, mon avenir se destinait vers Toronto. Et puis, ça ne me convenait vraiment pas. Je n'avais pas cette nature citadine. J'étais un gars de Drummondville, puis un gars de plein air et tout. Puis, je n'étais pas bien dans mon corps à Montréal. Et puis, j'ai demandé d'être transféré à Sherbrooke. Tu m'interromps, Catherine, si je divague, là, mais non, j'ai c'est demandé. Super intéressant. Enfin, j'essaie de résumer mon parcours, mais moi, à un moment donné, je n'étais pas à l'aise dans la division des grandes entreprises. Écoute, dans le portefeuille de gestion que j'avais avec mon patron, on avait Domtar, on avait Bell Canada, puis les rencontres étaient de très haut niveau. Moi, j'étais le porteur d'eau quand même à cette époque-là, mais tout de même, je voyais où l'avenir m'amenait. Puis je m'assois avec mon vice-président à un moment donné, puis je dis, moi, je voudrais être transféré en Estrie. Puis je me souviens, un nommé Jarry, il avait ses petites lunettes à double foyer, puis quand je lui ai dit ça, il a baissé ses lunettes comme ça, puis il m'a dit, toi, tu es à la division des grandes entreprises au siège social de la Banque de Montréal, ici à Place d'Armes, puis tu me demandes d'aller travailler en région. Ben, je dis oui. Ben, il dit ça, c'est absolument l'inverse de tous les gens, tous les officiers qui veulent venir travailler à Place d'Armes. Mais moi, j'avais l'idée éventuellement de quitter la banque, et puis je me disais, ben, il faut que je fasse d'autres choses. Finalement, ils m'ont transféré en Estrie, ils m'ont ouvert un poste comme directeur de compte, puis j'ai travaillé à peu près 1 an et demi comme ça. Et puis après ça, le voyage me travaillait. Et puis j'ai tout lâché avec mon épouse, ma petite fille de 4 ans. Puis on a fait le tour du monde en sac à dos. On est parti pour une année sabbatique comme ça. L'espèce de rêve que des gens font, là, que j'avais entretenu. Puis finalement, je suis revenu de là parce qu'on revient toujours de ces choses-là, là, même si la tête nous bourdonne encore, mais il faut quand même, faut quand même gagner notre pain. Et puis, à ce moment-là, j'ai rencontré un copain d'enfance qui venait de partir une entreprise, puis ça me plaisait. Mais c'était une entreprise dans le domaine de la construction. C'était de la sous-traitance en revêtement de plancher, là. Et puis, mais on faisait des institutions, là. C'était des universités, il y avait James, des hôpitaux, des universités. Et puis, à cette époque, c'était très, très difficile au niveau de l'économie. Il fallait se battre et tout. J'ai fait 5 ou 6 ans là-dedans, puis on m'a présenté à quelqu'un qui avait lancé une petite entreprise justement de sacoche de vélo. Une petite entreprise qui vivait dans un sous-sol à Laval, là. Et puis, moi, j'ai vite compris ou j'ai vite associé mon style de vie à ce produit-là, puis disons, à l'avenir d'une compagnie dans ce domaine-là. Et puis, l'entreprise était presque en train de fermer parce qu'il y avait des problèmes financiers sérieux. C'était vraiment embryonnaire, mais finalement, j'ai injecté rapidement l'argent que ça prenait. Et puis, disons, j'ai relancé ça avec mes 2 associés de l'époque qui venaient de lancer. Puis, au fil du temps, moi, j'ai racheté leur participation. Et puis, au bout de quelques années, ben, j'ai déménagé ça ici en Estrie. Moi, j'avais un petit chalet qui était sur le bord de l'eau, au lac Magog, là. On parle d'au-delà de 20 ans de ça. Puis, je me voyais vivre en Estrie. Et puis, finalement, concours de circonstances, ça a bien fait. On a déménagé ça petit. On a grossi ça doucement. Et finalement, on a déménagé. Puis là, j'ai finalement acheté une usine dans le parc industriel il y a peut-être une dizaine d'années. Puis là, ben, je ne dirais pas que les choses sont tout à fait roses, mais depuis ce temps-là, disons qu'on cruise très, très bien. On a une belle place dans le marché. Puis effectivement, moi, ça m'a permis de beaucoup voyager. Alors, les dernières années, je suis toujours en contact avec mon entreprise, mais j'ai voyagé beaucoup. Je suis un adepte de vélo beaucoup, de kitesurf. Mon épouse est une grande voyageuse. Elle a pu voyager beaucoup, là, parfois 4 ou 5 mois de temps. Puis moi, j'allais la rejoindre pour des bouts de vélo. On a fait le Pérou ensemble l'an passé. Disons que la pandémie a mis un arrêt à ça, mais c'est un arrêt temporaire. Ça résume un peu mon cheminement. Puis moi, je me souviens, mon père me disait toujours, quand je suis arrivé à peu près à l'âge de 40 ans, puis j'avais une business qui roulait quand même pas mal dans l'industrie de la construction, puis je lui disais que je repartais presque à zéro à faire des sacoches de vélo.
Puis lui, il ne comprenait pas ça avec une mentalité de son époque, puis de dire de recommencer à zéro à faire des sacoches de vélo, mais il dit comment tu vas vivre? Mais à un moment donné, moi, j'ai vécu ma passion parce que j'ai vraiment allié la passion que j'ai pour le plein air, pour le vélo, à ma job. Et puis, je le souhaite, c'est ce que je souhaite à bien des entrepreneurs, que ça vaut le coup d'essayer. Ça ne vient pas facilement, je dois avouer, mais quand on y arrive, c'est une belle fierté, puis ce sont des belles conditions de vie. Et cette mentalité-là, cette façon de vivre-là rejoint beaucoup la nouvelle génération. Les gens recherchent vraiment d'être proches de leurs valeurs, de pouvoir avoir du temps pour eux. Donc, tu es un peu un précurseur de la nouvelle génération. Enfin, peut-être, mais effectivement, les jeunes d'aujourd'hui savent plus qu'est-ce qu'ils veulent, où ils veulent arriver. Puis, je ne sais pas s'ils sont aussi conscients des sacrifices qu'ils doivent offrir pour y arriver, là. Moi, je me plais à dire que la génération actuelle, puis je ne veux pas être péjoratif, là, mais la génération actuelle vit dans des circonstances qui sont assez exceptionnelles. Eux n'ont jamais connu des taux d'intérêt à 15, 18 ou 20 c'est souvent des familles un petit peu moins élargies qu'auparavant. Ils sont souvent favorisés dans leur domaine familial au niveau financier. Il n'en reste pas moins qu'ils peuvent se permettre de vivre de passion, c'est entendu. Et puis, ils ont beaucoup de possibilités qu'on n'avait peut-être pas à l'époque. Et puis, c'est à eux d'en tirer profit. Puis, j'encourage tout le monde à se lancer en affaires, c'est sûr. Ton produit est connu un peu partout dans le monde. Vous vendez aux États-Unis notamment? Oui, c'est sûr. Nous, disons que c'est une niche dans le marché. Des sacoches de vélo, disons que ça devient de plus en plus populaire, là, puis la pandémie nous le prouve. Là. Mais effectivement, on est connu, je dirais, mondialement dans notre petite niche de marché. Il y a d'autres gros joueurs que nous, mais on s'est vraiment spécialisé. Puis nous, on fait strictement du haut de gamme. Il y a longtemps qu'on a abandonné l'idée d'aller compétitionner avec des sacoches de vélo qui sont chez Walmart ou Canadian Tire. Ce n'est pas notre mandat, puis on n'aurait pas pu le faire dans ma mentalité à moi, à tout le moins. Mais oui, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on a commencé à exporter parce que le marché étant tellement limité dans ce produit-là, on ne peut pas se contenter de vendre des sacoches de vélo au Québec puis avoir une certaine croissance puis une certaine aisance à croître. Alors, évidemment, le marché américain est à nos portes et puis il y a une belle clientèle américaine. Nos produits étant relativement dispendieux, on va chercher, disons, le haut de la pyramide aux États-Unis qui est quand même assez large. Alors qu'au Québec, Canada, on est aussi assez saisonnier. Alors que les États-Unis, bon, c'est moins saisonnier. Maintenant, on vend plus en Europe, on vend un petit peu plus en Australie, ce qui fait comme désaisonnaliser nos opérations. Alors oui, effectivement, on commence à être connu je souligne encore dans notre marché qui est très restreint, dans notre niche de marché, effectivement. Vos canaux de vente, il y a les distributeurs, mais il y a aussi votre site Internet. Oui, c'est intéressant. Nous, ça fait longtemps que disons, on essaie de percer le marché américain. Comme je dis, on a compris, ou j'ai compris assez tôt dans l'historique, qu'on ne pouvait pas seulement vivre du marché au Québec. Alors, je dirais, dans le tournant des années 2000 à peu près, on s'est orienté vers les États-Unis. Puis à cette époque-là, Internet était si peu populaire, on devait participer à des foires commerciales aux États-Unis. La difficulté qu'on avait, c'est qu'on présentait nos produits, mais nos produits n'étaient pas connus. Notre gamme, notre marque n'était pas connue, puis on avait beaucoup de difficultés à soulever l'intérêt d'un distributeur ou d'une boutique de vélo pour prendre nos produits. Nos produits devaient être connus pour ça. Alors, on a commencé à vendre par Internet. Je dirais qu'on a été assez précurseurs à ce niveau-là. On avait un site très, disons, de base, mais les ventes ont commencé à être générées par Internet. On a vite constaté que les ventes Internet étaient notre carte d'affaires, je dirais. Quand on vendait un sac à un individu aux États-Unis, lui était impressionné du sac, impressionné du service personnalisé qu'on lui offrait, beaucoup d'échanges email pour se fidéliser ce client-là, mais lui en parlait à son entourage. Et dans le domaine du vélo, dans les clubs cyclistes, les gens vont avoir une nouveauté, ils vont en parler. Puis de cette façon-là, je dirais vraiment que ça a été une croissance organique, là, vraiment à partir de la base, parce que ça a été au niveau du cycliste, de l'individu, qui, lui, a parlé de notre produit, puis on a comme remonté la chaîne,
lui se présentait à sa boutique de vélo où il faisait toutes ses réparations de vélo, puis il dit, regarde la sacoche de vélo que j'ai achetée qui fait ça, fait ça. Puis éventuellement, ben, très lentement, je dirais, les boutiques de vélo ont commencé à prendre connaissance qu'on existait et puis on a traité nos boutiques de vélo de la même façon qu'on traite nos clients individuels. C'est sûr que le marché a énormément évolué et puis maintenant, Amazon, qui est l'espèce de bulldozer du marché, a changé, est en train de changer ou a changé le marché. Nos ventes Internet ont dû suivre, de telle sorte que maintenant, on vend à tout le moins la moitié de nos ventes sont faites par Internet maintenant. Alors que sans nécessairement délaisser nos distributeurs et les boutiques de vélo, bien, on a dû s'adapter aux conditions du marché et puis suivre la tendance. Puis je pense que c'est une façon, je dirais, sécuritaire de faire évoluer notre modèle d'affaires. Parce que je pense que quelqu'un qui ne vend plus par Internet, depuis la pandémie particulièrement, et depuis qu'Amazon aussi change la donne, ça va être assez difficile de servir au niveau du commerce de détail. C'est un virage qui doit être pris. Nous, on a la chance d'être manufacturier et d'avoir la possibilité de vendre aux consommateurs, ce qui forcément, disons, est bénéfique pour la marge de profit, on s'entend. Mais on ne veut pas non plus délaisser nos boutiques de vélo avec qui on a cheminé durant 20 ans. Mais c'est quand même une espèce de dualité, puis il faut adapter notre modèle d'affaires en conséquence. Je comprends. Ce que tu veux dire par rapport à Amazon, c'est que le consommateur maintenant est habitué d'acheter sur Internet. Ouais. Donc, on a cette habitude-là. On ne va pas nécessairement toujours au magasin du coin. Ouais. Ça, je comprends. C'est la même chose que dans le vêtement. Toi, Catherine, si tu magasines sur Internet, tu vois une belle robe, tu vois un bel item, essaie donc de trouver ça dans ton magasin du coin. Là, tu vas marcher beaucoup pour trouver, alors que maintenant, tu passes soit par Amazon ou directement par le revendeur sur ton écran, puis tu reçois ta robe dans 2 jours, puis tu peux acheter 3 couleurs, puis tu en prends une des couleurs, puis tu retournes les 2 autres, puis tu sais, donc 3 tailles. Là. Tu vois la facilité de la chose, et puis tu as accès à toutes les robes sur la planète, là, finalement, avec Internet. Mais moi, je suis très fidèle, peut-être un peu comme les clients de Arkel. Moi, j'aime les designers québécois. Donc, je fais le tour de mes boutiques, mais je reste fidèle à mes valeurs. Donc, j'imagine que ça doit être un peu la même chose pour Arkel. Ouais, nous, on a des grands fans Arkel. Beaucoup d'Américains, d'ailleurs. C'est assez courant qu'un Américain va nous écrire, ou enfin, un client de partout, qui a jusqu'à 8 ou 9 sacoches. Puis c'est presque des collections qu'il fait de nos produits. Quand il sort un produit, il va l'acheter, même s'il n'est pas intéressé vraiment, il n'y a pas vraiment d'utilité à ce sac-là. Mais je reprends ta balle au bon au niveau de l'achat local. C'est certain hein, que tu as l'achat local d'une part, puis tu as Amazon de l'autre part. Oui. On veut encourager le local, mais le marché actuel, au niveau statistique, je pense que le local n'a pas une grosse proportion par rapport à ce qu'Amazon fait. Ah, c'est sûr. C'est dommage, là, mais au niveau de l'achat local, on parle de niche dans un marché. Il faut encourager l'achat local, tout à fait. D'ailleurs, tout ce qui vient de Chine maintenant, ça commence à avoir une moins bonne connotation, on s'entend. Le marché local est favorable à cette tendance. Mais le marché mondial, ça reste important. Amazon reste une présence absolument foudroyante. C'est un behemoth. Mais un vrai amateur de vélo, quelqu'un qui part avec son vélo, qui fait un voyage de 3 mois comme que tu peux faire toi, doit avoir quelque chose de qualité. Donc, j'imagine que ceux-là sont plus faciles à accrocher. Oui. En fait, c'est ce genre de clientèle-là qui a donné l'origine à l'entreprise. Tu sais, bon, mon associé de l'époque qui avait vraiment lancé l'entreprise, lui, c'est un amateur justement de ski touring. Et il ne trouvait pas sur le marché des sacoches aussi résistantes aussi à son goût. Il avait appelé la compagnie Arkel Overdesign. Puis sa mentalité, c'était de dire c'est sûr qu'on va concevoir un produit qui pour la majorité des gens, 99% des gens, par exemple une chaise. Une chaise, elle va tenir une personne de 200 livres. Mais si une personne arrive à 400 livres, ça c'est la chaise casse,
bien, il y a de ces gens-là. Puis si on fait des produits qui sont bons pour des chaises de 400, des personnes de 400 livres, bien, nos produits vont être capables de passer à travers la planète et tout ça. Fait que ça a été la mentalité de départ. Puis on peut dire qu'on a toujours un peu resté sur cette orientation-là. Alors, effectivement, nos produits, quand je dis que c'est du haut de gamme, c'est du haut de gamme. Et puis, je ne me cache pas vous dire qu'elles sont dispendieuses, mais à place de changer un produit à tous les 3 ans, si tu le changes une fois par 10 ans, ben finalement, tu es gagnant au niveau économique. Puis je pense que vous animez quand même pas mal votre communauté, là. Les gens qui aiment Arkel, ils sont entretenus. Vous avez une stratégie. Tout à fait. C'est sûr que ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, ce qui est relativement, je dirais, nouveau vraiment peut-être dans les dernières 5 années là, où on a réalisé l'importance des réseaux sociaux, où tout se passe finalement par là. Notre clientèle traditionnelle, nous, c'était les baby boomers qui étaient beaucoup moins connectés. Mais maintenant, il faut renouveler notre clientèle. Et puis, la jeunesse doit être intéressée au vélo. C'est sûr qu'on met beaucoup d'emphase maintenant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, des petites vidéos qu'on va passer, des espèces seulement pour des aguichants et tout. D'ailleurs, on a certains modèles maintenant qui sont beaucoup plus, un petit peu mode, je dirais. C'est pas seulement des produits fonctionnels, mais on doit avoir maintenant un produit qui est attrayant, un petit peu fashion, sans trop verser dans ça, là. Il y a beaucoup d'ouverture dans le marché pour ce type de produit-là. On a un petit sac qui s'accroche sur le guidon, qui se met en bandoulière, là, pour transporter les nécessités, mais avec des belles petites couleurs vives. C'est le genre de produit qui complète maintenant notre gamme de produits beaucoup plus robustes et sérieux. Il faut aussi prendre ce virage-là. Écoutez, le marché s'ouvre beaucoup, là. Maintenant, des vélos électriques, là, ça pullule de partout. C'est pas nouveau en Europe, mais c'est relativement nouveau en Amérique du Nord. Puis, ça a envahi le marché. Bien, ces gens-là, ils ont besoin de transporter du matériel. Et puis, le poids de la sacoche, le poids de ce qu'ils transportent n'a plus d'importance. Alors qu'auparavant, le poids d'un produit, ce qu'on accrochait sur un vélo, était très important. Alors maintenant, on peut avoir des sacoches plus complexes, plus pesantes, plus jolies, puis faire des compromis sur le poids, mais avoir une sacoche plus fonctionnelle encore. Ça ouvre un autre domaine d'expansion et d'innovation, ce qui est merveilleux. On ne s'y attendait pas, là. Il y a eu beaucoup de changements dans le marché. C'était des vélos de cyclo, c'était des vélos d'urbain, ça a été des vélos de montagne. Là, maintenant, ce sont des vélos urbains et des vélos électriques d'expédition. C'est étonnant où le marché change vite avec les innovations qui se produisent. Puis nous, c'est heureux parce qu'on peut suivre cette tendance-là qui est majeure, qui est vraiment porteuse. Puis je pense que dans ton équipe, tu as d'autres personnes qui aiment beaucoup le vélo. Tu n'es pas le seul. Oui, tout à fait, tout à fait. Comme on dit, là, qui s'associe, qui se ressemble, s'assemble. Alors, on est beaucoup de cyclistes, puis ça attire beaucoup de belles clientèles ou de belles associations, je dirais. Là, on a des étudiants à l'université qui nous aident, qui joignent à nous. C'est des gens qui font du vélo, des gens qui boivent de la bière, puis qu'on fait des tournées de brasserie, ce genre de choses. C'est sûr que c'est un beau domaine. Puis quand je vous disais que ce domaine-là rejoint ma passion et mon style de vie, bien, c'est vraiment le cas. Là. Le vélo, alors qu'auparavant, moi, je disais, dans le domaine de la construction, où il fallait se battre pour faire le travail, il fallait se battre pour collecter l'argent. Mais dans l'industrie du vélo, c'est tellement plus smooth. C'est tellement plus relax. Les gens ont une mentalité différente. À chacun son industrie. Là. Ça me fait penser un peu à l'industrie du surf, on dirait. C'est des vacances de vélo. Exactement, tout à fait. Paul, je voulais te parler un peu aussi de l'aspect douanier, parce que toi, tu as vécu des aventures avec ça, puis j'aimerais ça qu'on en discute pour Oui, moi, les douanes à l'époque, je pensais que c'était très, très accessoire. Tu sais, les douanes, bon, on engage un courtier en douane, puis on envoie nos produits. Là. Jusqu'à ce que je réalise que les douanes, ça pouvait être gros, bête et méchant, particulièrement aux États-Unis. Là. Un petit peu au début de ma carrière, on a commencé, quand je disais qu'on exportait aux États-Unis, on ne faisait pas trop attention à l'origine de nos tissus. Alors, j'essaie de faire rapidement, là, mais on avait un produit, nous, qu'on exportait aux États-Unis depuis quelques années, puis ça fonctionnait très, très bien. On se prévalait des conditions de l'accord de libre-échange de l'époque, où, évidemment, les produits devaient être d'origine canadienne pour ne pas être imposés, pour avoir de tarifs douaniers sur le produit qu'on traversait aux États-Unis. Tout a bien été durant 2 ou 3 années.
les produits étaient effectivement cousus ici, mais il se trouvait que le tissu que j'utilisais, c'est un tissu qui était d'origine asiatique. Ça correspondait peut-être à 10% de la valeur du produit, ce tissu-là, alors que le reste était cousu, puis tous les autres matériaux étaient d'origine nord-américaine. Mais moi, je me doutais pas qu'on ne répondait pas aux exigences de l'accord de libre-échange, le NAFTA d'origine. À un moment donné, je reçois une lettre des douanes américaines qui venaient faire une inspection de notre entreprise et des produits que l'on exportait aux États-Unis. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait normal. Je dis, bon, ben, l'accord de libre-échange prévoit ce type d'enquête-là, d'inspection. Alors, je dis à ces gens-là, ben, on donne rendez-vous. Les autres, ils me disent, oui, on va être 3. Il y a une personne qui a le droit de parler, puis je dis, écoute, c'est un tribunal d'inquisition, cette affaire-là. Finalement, ces gens-là sont arrivés, puis moi, de très, très bonne foi, je leur ai fait visiter mon usine, puis là, ils m'ont commencé à me poser des questions plus précises sur certains produits que j'avais exportés, dont ce fameux produit-là, que ça faisait 3 ans que j'exportais le produit. Ben, ils ont dit ça, le tissu est asiatique. Je dis oui, mais vous voyez bien qu'il est cousu ici. Le contenu canadien est énorme. Elle dit là, on va commencer à regarder. Puis là, ils ont commencé à sortir tous les chiffres pour réaliser finalement que depuis 3 ans, moi, j'exportais des produits qui n'étaient pas NAFTA. Puis j'ai eu droit à une bonne amende et j'ai dû reculer en arrière de 3 ans pour payer les douanes qui devaient être payées. Finalement, c'est une expérience extrêmement douloureuse, extrêmement pénible. Puis finalement, le montant que ça m'a coûté, pour moi, à l'époque, c'était très important. Fait que depuis ce temps-là, quand je fais affaire avec les douanes, je ne le fais pas moi-même. Je vais toujours voir un spécialiste, entre autres CQI. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai consulté Daniel Vaugeois chez vous, qui m'a répondu d'une façon exemplaire sur l'accord qu'on a avec l'Australie. Alors, c'est génial, mais si j'ai un conseil à donner à un nouvel exportateur, même à un ancien exportateur, c'est de vérifier ses documents de douane, vérifier la réglementation, puis Dieu sait que la réglementation évolue aussi. Les codes HST et puis les nouveaux traités, c'est extrêmement important de suivre la game. C'est tellement fastidieux, on peut dire, là, quand on est un entrepreneur et on a un client qui nous fait la belle, qui veut avoir nos produits, on ship, mais à un moment donné, le retour du pendule peut cogner en arrière de la tête, on s'entend. C'est quand même toute une aventure. Puis c'est vrai que ça doit faire mal au cœur quand ça arrive, surtout quand on est de bonne foi. Et puis que là, on se fait taper sur les doigts, ça devait être une expérience éprouvante, effectivement. Ouais. Disons que c'est une expérience dont on se souvient, puis on en tire une grande expérience. Donc, aujourd'hui, tout est fait d'une façon, en fait, vous avez fait vérifier vos codes, les ententes. Oui, tout à fait. Même dans certains cas, là, on peut obtenir des douanes américaines, une validation de certains produits, du code du HST code, pour être certain qu'après ça, s'ils nous reviennent et réclament, bien, on a vraiment une affirmation des douanes comme quoi c'est accepté. C'est ce qu'on fait maintenant. Il ne faut pas prendre de chance, ça coûte de l'argent, ça prend beaucoup de temps. Par contre, c'est un bon investissement. J'ai une dernière question à te poser, Paul. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Comment tu vois Arkel dans 10 ans? Ben, moi, j'ai 64 ans. Hein. Dans 10 ans, moi, je compte bien continuer à voyager. Bon, il y a certaines choses qui se passent, Catherine. Je pense que Arkel est tellement bien parti. D'ailleurs, on est dans une lancée, une espèce de vent dans les voiles absolument extraordinaire. On va continuer à croître. Je pense que ça va beaucoup passer par le marché européen. Actuellement, je dois dire, là, on ne suffit pas à la demande. On a un manque chronique de couturières ici. C'est sûr qu'on s'approvisionne aussi de l'Asie. Plusieurs fournisseurs en Asie qui fournissent toutes les matières premières. On a des brevets sur des systèmes d'attache qu'on achète en Asie. C'est certain qu'on va continuer à croître par l'Europe, par le phénomène des vélos électriques, probablement par le site Internet. On va suivre la tendance qui est bien partie. Alors, ça va continuer à être une croissance organique, mais une croissance, je dirais, accélérée. Je pense qu'on ne perd pas le focus, que nous, on reste une compagnie de niche avec un produit de niche haut de gamme. On n'ira pas commencer à aller piger dans les talles de produits de moindre qualité.
On a une marque maintenant qui est importante, on veut garder le nom. Je dirais le désavantage d'Internet, c'est que c'est long à se gagner une marque favorable, puis c'est assez facile à détruire. Alors, le jeu est encore un petit peu plus dangereux là, de maintenir notre réputation, puis, parce que c'est facile à disséminer une réputation sur Internet. Alors, on continue à être, un service à la clientèle impeccable et tout. Je suis sûr que c'est une croissance qui continue. On a besoin de couturières ici, Catherine. Oui, c'est vrai. Ça passe par là. Je te remercie, Paul. C'est une belle rencontre. C'est bon. Puis j'encourage tous les entrepreneurs à arrimer leur passion à leur travail. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines.